jour à Clermont-Ferrand. Alors, une édition un peu spéciale, vous l'avez compris, puisque vous me voyez, mais je ne vous vois pas. D'habitude, on fait ça dans des amphis pleins. Cette fois, on fait ça, Covid oblige, bien sûr, en distanciel. L'après-midi, le programme, finalement, ne va pas changer, malgré le fait que vous serez chez vous pour le regarder. On va commencer par une table ronde plénière. Il y a de nombreux intervenants qui vont vous parler de l'écosystème à la fois clermontois et régional de l'innovation et de la deep tech. Ce sera suivi par 3 retours d'expérience de start-upers, de chercheurs qui se sont lancés finalement dans l'aventure deep tech, si on peut l'appeler comme ça. Et ensuite, il y aura une séance de workshop et de networking, encore une fois, tout en distanciel. Voilà, on n'arrête pas le progrès, mais on aurait bien aimé l'arrêter peut-être juste cet après-midi. Tant pis, voilà. Tant pis, mais vous verrez que le networking à distance, ça marche. D'après les témoignages que j'ai pu recueillir de mes intervenants, j'en ai personnellement jamais fait, mais ça marche. Alors je me présente quand même, je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste et fondateur du média The Meta News à destination des chercheurs. Et voilà, je suis ravi d'être avec vous tous ici, un peu chez vous, un peu ici. Voilà, on est tous ravis d'être là. Je vais vous présenter déjà les intervenants qui sont à ma droite et à votre gauche. Alors on va faire un petit peu dans l'ordre où vous les voyez. Donc Bérangère Farge, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe en charge des volets scientifiques et valorisation du projet ICIT. Exactement. J'ai bon. À votre droite, Jean-Pierre Brennas, vous êtes vice-président. J'ai dit. Votre gauche, oui. Jean-Pierre Brennas, non Brennas. Brennas. À sa gauche, oui. Oui. Jean-Pierre Brennas, vous êtes vice-président de la Commission enseignement supérieur et recherche innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pascal Ribon, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, directrice Deep Tech BPI France, vous êtes un peu notre hôte aujourd'hui, quelque part. Mathias Bernard, vous êtes président de l'Université Clermont-Auvergne. Et enfin, le parrain, finalement, de notre événement, de cette étape clermontoise du Deep Tech Tour, c'est Nicolas Bourdelle. Vous êtes CEO, PDG, en français, de Surgar. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer par peut-être un petit mot assez large, finalement, assez didactique, sur ce qu'est la Deep Tech. Pascal Ribon, c'est un peu vous qui l'incarnez, là, aujourd'hui, au nom de BPI France. Il y a eu un grand plan en 2019 qui a lancé un peu la Deep Tech en France. En 2 mots, qu'est-ce que c'est et pourquoi maintenant, pourquoi aujourd'hui ? Alors d'abord, bonjour à tous et puis merci, Monsieur le Président, de nous accueillir à Clermont, en plus dans cette salle toute neuve qui va permettre de déployer ce Deep Tech Tour un peu particulier, effectivement, comme vous l'avez dit, dans de bonnes conditions. Alors, le plan Deep Tech, il a été lancé effectivement il y a 1 an et demi maintenant par l'État. C'est l'idée que les produits de demain s'appuieront sur la recherche d'aujourd'hui et qu'il fallait créer un continuum entre la recherche, l'ensemble de l'écosystème d'innovation et le monde industriel. Et donc, l'État a confié à BPI France le rôle d'opérer ce plan qui est très important puisqu'il mobilise plus de 2 milliards d'euros à destination à la fois des startups, parce que derrière le plan, il y a la conviction que la startup est un bon levier et le levier d'aujourd'hui du transfert des technologies de rupture vers le monde industriel, vers le monde économique. Ce n'est pas le seul, hein. Les autres filières existent, mais elles sont peut-être plus matures. Et donc, ces moyens énormes qui ont été mobilisés par l'État, 2,5 milliards, je le disais, ils sont à la fois à destination des startups, mais aussi beaucoup à destination de l'écosystème. Et c'est très important, c'est un des éléments, c'est pourquoi on sillonne la France dans le cadre de ce Deep Tech Tour. L'écosystème, la force de l'écosystème, les relations entre l'ensemble des acteurs au niveau local, au niveau national, par filière, la force de ces relations, c'est ça qui fera l'efficacité et la puissance. C'est pour ça qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on s'est déjà arrêté, puisque c'est le 13e aujourd'hui, si j'ai bien compté, Deep Tech Tour. 14e. 14e il me semblait 13e. Bon. Ça dépend comment on compte. Ça dépend comment on compte. C'est pour ça qu'on s'arrête aujourd'hui dans une université, et comme les autres fois d'ailleurs, parce que les universités jouent ce rôle au niveau local de relais finalement de l'innovation.
Tout à fait. Au sein des universités, on a des laboratoires, des chercheurs qui sont mobilisés pour repousser les limites de la connaissance, et au travers de ce travail de recherche, au travers de ce travail sur la connaissance, en fait, émergent des potentialités technologiques, et l'enjeu, c'est d'accrocher ces potentialités technologiques avec les produits, les usages, les services qui répondront finalement aux problèmes auxquels on est confronté. On voit aujourd'hui les problèmes de santé, mais on a tous les problèmes liés à la transition climatique, on a des problèmes sur la biodiversité. On a besoin de ces nouvelles technologies, et ces technologies, elles émergent dans les laboratoires de recherche. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est un des objets du plan Deep Tech, de créer ce lien le plus étroit possible et de partager avec les chercheurs les bonnes modalités pour qu'ils puissent participer à ces projets de création de start-up, à ces projets de transfert, sans forcément devenir CEO, mais qu'en tout cas, même si c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, mais il n'y a pas que cette solution-là. Mais l'important, c'est qu'il y ait une vraie porosité en fait, entre ces différents mondes, et que les technologies cheminent et nourrissent de nouveaux produits pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Donc finalement, oui, les progrès de demain sont encore dans la tête des chercheurs, et l'idée, c'est de le faire sortir, d'après ce que je comprends de votre discours. C'est ça. Mathias Bernard, donc on est chez vous, quelque part, on est dans votre université. Pourquoi cette étape aujourd'hui? Pourquoi vous avez voulu ou accueilli cette étape du Deep Tech Tour? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Deep Tech à UCA? Tout d'abord, bienvenue à tous. Effectivement, je suis extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir pour cette édition, à laquelle l'université a tenu, parce que c'est vrai que tout ce qui relève de l'innovation est un élément important de l'identité, d'une part de l'université Clermont-Auvergne, mais aussi de l'ensemble du site clermontois. Je crois que de façon très précoce, on a quand même été tous convaincus de l'importance du rôle de l'université entendue au sens large. C'est effectivement à la fois l'université, les grandes écoles qui sont aussi nos partenaires, les organismes de recherche aussi qui sont présents sur le site, les établissements de soins également. Donc de ce rôle dans justement le développement économique, social, culturel d'un territoire. Et typiquement, je crois tout ce qui relève justement de l'innovation, c'est ce qui constitue un petit peu notre valeur ajoutée au niveau du monde académique, au niveau de la recherche qui se fait dans les laboratoires, notre valeur ajoutée à ce développement économique. C'est une stratégie récente pour vous, ce qu'on appelait la Deep Tech, de manière peut-être restrictive aujourd'hui, oui. Disons que c'est une stratégie quand même qui est, qui est déjà enracinée quand même depuis plusieurs années. Mais c'est vrai, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on a, par exemple, au niveau de l'université, porté un projet qui s'appelle le projet ICIT, Cap 2025. Dans ICIT, il y a donc innovation, territoire, économie, dans la déclinaison de l'acronyme. Et on a joué à fond justement cette dimension justement territoriale, ce rôle de l'université dans l'innovation justement. C'est un point identifiant extrêmement fort de l'UCA et de l'ensemble de ses partenaires. Et si on devait citer 2-3 noms d'initiatives que vous avez lancées, quelque chose qui permette, alors souvent dans le Deep Tech Tour, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, vous, chers auditeurs ou chers téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, sont souvent des personnes qui sont en recherche d'informations par rapport à ça, des jeunes chercheurs, doctorants, voire même des chercheurs un peu plus âgés. Ils ont besoin de noms, ils ont besoin de choses auxquelles se raccrocher. Par exemple, quelles initiatives avez-vous lancées au sein du CA? Alors, il y a plusieurs types d'initiatives. Il y a effectivement, tout d'abord, au niveau institutionnel, la création d'une filiale de l'université et de l'ensemble de ses partenaires, Clermont-Auvergne Innovation, justement, qui vise vraiment à travailler sur l'ensemble du continuum de l'innovation, de la détection, on va dire, de tout ce qui, dans les labos de recherche, peut justement créer ensuite de la valeur jusqu'à justement à tout ce qui relève, on va dire, de la post-maturation. Donc, ça, il y a une organisation, on va dire, institutionnelle. Alors, la post-maturation, c'est un stade un peu tardif de l'évolution d'une Tout à fait, donc c'est vraiment pour... Je traduis pour ceux qui ne sauraient pas. C'est vraiment faire l'ensemble du continuum et en passant évidemment par tout ce qui est brevet, licence, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième élément important, c'est vraiment l'encouragement à tout ce qui peut être justement création d'entreprise. Et ça va jusqu'au fait que l'université Clermont-Auvergne prend des participations, voire crée même des entreprises qui sont justement portées par des enseignants-chercheurs et chercheurs. On a plusieurs filiales de l'université justement qui font justement aujourd'hui de l'innovation. Et puis peut-être un troisième ensemble d'initiatives, c'est tout ce qui relève du soutien à l'entrepreneuriat.
via un pôle pépite, via aussi notre incubateur qui va bientôt intégrer d'ailleurs Clermont-Auvergne Innovation, parce que là encore, il convient d'accompagner justement ceux qui sont porteurs d'idées d'entreprise, justement les accompagner jusqu'à leur propre création et justement, et même y compris être dans la post-incubation, c'est-à-dire effectivement à réussir en quelque sorte leur création d'entreprise. Donc il y a beaucoup de guichets, même si le mot n'est plus très à la mode, il y a beaucoup, en tout cas, il y a un écosystème qui est riche. On va essayer de voir un petit peu plus clair ensemble là-dedans. Jean-Pierre Brenas, la région, elle a un rôle prépondérant là-dedans, c'est un rôle un peu de stratège, on va dire. C'est quoi justement la stratégie de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'il y a des grands axes que vous empruntez? Oui, nous avons très vite pris conscience de l'importance des deep tech dans les emplois de demain. Il y a une compétition économique qui n'est pas nationale, qui est mondiale, avec de très nombreuses entreprises deep tech aux États-Unis, mais avec la montée en puissance très forte de la Chine. Et par rapport à ce contexte-là, l'Europe se doit d'être forte, d'être concurrentielle. Et nous avons l'ambition à Auvergne-Rhône-Alpes de jouer un rôle important parmi ces entreprises deep tech à l'échelle européenne. Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 3 grands pôles universitaires. Nous sommes la 2e région de France, mais la première région industrielle. Et nous avons mis en place un schéma de développement économique, de recherche, innovation, qui fait qu'il y a une spécialisation sur 8 thématiques, la santé, les biotechnologies, l'industrie du futur, numérique, etc. Et puis avec une philosophie générale qui veut que l'ensemble de nos territoires puissent bénéficier des fruits de la recherche locale. Alors c'est vrai sur Rhône-Alpes, c'est vrai sur l'Auvergne, mais ça ne se limite pas seulement à la métropole clermontoise, c'est vrai aussi pour les universités dites secondaires, entre guillemets, au niveau de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire. Donc, bref, cette philosophie, c'est de rapprocher la recherche du monde économique. Et puis, nous avons un écosystème de qualité ici. Et je dois le dire, venez vous installer, venez chez nous. Nous avons un contexte extrêmement favorable avec une université labellisée ICIT, avec des laboratoires d'excellence, des LabEx, et puis un tissu de TPE, PME extrêmement riche et des grands groupes internationaux comme Michelin, Limagrain. Donc nous avons un contexte extrêmement favorable et un écosystème parfaitement adapté. Je crois que sur l'échelle TRL, entre l'idée et le marché, nous avons à chaque étape une structure. TRL, je n'ai pas compris. Oui, c'est les technologies level, c'est-à-dire faire de 0 à 9, faire en sorte que si de 0 à 3, c'est les idées, et puis on se rapproche du marché quand on va à 9. À chaque étape, on a une structure à offrir. Alors on a des laboratoires déjà qui sont mixtes, communs, entre le privé et le public. Je pense à Factolab, l'usine du futur, Michelin, qui travaille avec tout l'aspect cognitif de l'industrie du futur. Nous avons, c'était mentionné par Mathias Bernard, Clermont-Auvergne Innovation qui a pris la suite de la SAT et qui est cette structure qui est là pour valoriser l'ensemble de la recherche académique locale, qui est là pour détecter les projets deep tech dans la recherche publique, qui est là également pour coacher l'ensemble des doctorants qui souhaitent créer leur entreprise. Et puis, on a tout un ensemble d'incubateurs publics, privés, dans le domaine associatif, technologique. On a Buzy, on a Square Lab, on a, bref, dans tous les domaines des incubateurs et ensuite des accélérateurs, avec le BIWAC, par exemple, sous l'impulsion de la région et de la métropole clermontoise et des grandes entreprises, des grands décideurs locaux, ont monté cet accélérateur d'entreprise. On a Turing 22 également. Et puis une French Tech dotée d'une 60aine d'entreprises, une 40aine de start-up, une 20aine de scale-up, qui fait qu'ici, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, start-up, petit, scale-up, plus gros. Voilà, plus gros. D'accord. Exactement. Et puis... Traduit, parce qu'il y a... on est dans un monde... On se demande s'il n'y a pas plus de mots anglais que français des fois quand on parle dans le jargon. Et puis alors, pour donner un exemple d'initiative spécifique de la région, c'est un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle DocTup, qui fait que pour tout doctorant, pendant sa thèse ou après sa thèse, lorsqu'il souhaite créer son entreprise ou bien développer un projet au sein d'une entreprise existante, eh bien, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes apporte une rémunération.
ce qui lui permet de financer un salaire, des équipements, et donc tout ça pour inciter, favoriser les doctorants à aller dans le privé, parce que c'est pas facile. D'être un peu sécurisé aussi dans ce parcours. D'être un peu sécurisé, parce qu'il faut... On parlera avec Nicolas, mais c'est un enjeu aussi de la... C'est très difficile, on a des exemples, mais il faut prendre des risques. On sort du cocon. Je ne dis pas que c'est très simple, la recherche publique, mais on se jette dans le privé. On va vraiment confronter, on est sûr de son idée. C'est une idée de rupture, on va répondre à des grands enjeux sociétaux. Donc, il faut y aller. Et donc, le rôle, nous semble-t-il, de la puissance publique, c'est précisément d'être là pour accompagner et rassurer. Ce que vous faites. Voilà ce qu'on essaie. Ça fait déjà 2 fois qu'on entend parler d'e-site, Bérangère Farge. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est e-site déjà et quels sont vos objectifs. Alors l'e-site, en fait, c'est une labellisation d'un site universitaire. Donc c'est un label qui est donné à une université, mais une université au titre d'un consortium de partenaires, en fait. Donc on va avoir des établissements d'enseignement supérieur, on va avoir les organismes de recherche, des centres de soins, et puis aussi des acteurs du monde socio-économique, entreprises, pôles de compétitivité, clusters. Donc en fait, c'est une labellisation d'un territoire universitaire, je dirais. Et cette labellisation... Ça donne visibilité à ce qui existe sur place. Cette labellisation-là, en fait, elle est décernée par l'État, mais suite à une évaluation par un jury international. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant, en fait, des sites universitaires, donc dans leurs ensembles, qui sont capables de rayonner à l'international, et à la fois de rayonner à l'international, mais d'être vraiment ancrés dans leur territoire, au niveau impact territorial. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur tout cet écosystème pour être visible à l'international. Donc tout le monde n'est pas e-site, quoi. Tout le monde n'est pas e-site. Vous avez à peu près 75 universités en France, 18 labels seulement ont été décernés, IDEX ou e-site, voilà, c'est à peu près... et on estime qu'à terme, il va en rester une quinzaine, d'où un intérêt fort pour l'université, évidemment, pour ses partenaires et pour le territoire. Donc il faut sortir aussi de la compétition. Alors voilà, parce que on est labellisé, en fait, bon, pour aller plus loin, on est pré-labellisé, on a 4 ans pour remplir un cahier des charges, et donc à l'automne 2021, on repasse devant le jury international pour être labellisé et conserver des financements. Parce que derrière tout ça, c'est quoi? C'est des financements qui nous permettent en fait de développer des actions, que ce soit sur la recherche, la formation, l'international, mais l'innovation. Et l'idée, c'est quoi? C'est rendre le site attractif et rayonnant à l'international. Attirer des chercheurs, attirer des étudiants, voilà, attirer aussi des emplois sur le périmètre territorial auvergnat pour nous. Et même question quelque part qu'à Jean-Pierre Brenas, quelle est votre stratégie? Est-ce qu'il y a des axes particuliers de recherche ou de... Alors, il y a des axes. En fait, e-site, Mathias Bernard tout à l'heure l'a dit, donc c'est initiative, science, innovation, territoire, économie. Alors, science, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être visible à l'international en utilisant les atouts scientifiques du site, les atouts reconnus. Et pour nous, il y en a 4, en fait, qui sont liés en fait, aux atouts également du territoire, aux forces académiques. On a l'agriculture, où on aime bien dire comment bien nourrir la population. Donc on se raccroche aussi à des définitions un peu sociétales. On a l'industrie, c'est produire et se déplacer. On va avoir le volet un peu plus santé, essentiellement, c'est le bien vivre, le mieux vieillir en luttant contre la sédentarité, à tout âge de la vie. Et puis le dernier, on va être sur tout ce qui est environnement et tout ce qui est... protéger la population des aléas en fait, climatiques. Donc on a vraiment un volet assez large de sciences dures ou molles, même si on n'aime pas bien dire ça, mais l'idée c'est d'avoir quand même des sciences humaines et sociales, des sciences pour l'ingénieur et des sciences fondamentales qui travaillent ensemble. Et qui travaillent ensemble, donc ça c'est les thématiques phares, mais qui travaillent ensemble donc, pour de l'innovation, et j'y reviendrai, mais aussi donc, le lien territoire. Vous avez compris que cette dimension territoriale, elle est forte sur l'e-site, elle est très très forte, parce que donc il y a le T dans e-site, mais en plus, nous, notre projet e-site Cabin 25, il a été conçu en fait par rapport aux caractéristiques et aux atouts de ce territoire-là. Et le dernier, c'est le E, économie. Et là, on revient sur l'innovation. On nous demande d'avoir un dialogue le plus resserré possible avec le monde socio-économique. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'amorcer dès en fait, la rentrée des étudiants à l'université, amorcer ce dialogue socio-économique, aller vers du partenariat public-privé et pouvoir avoir des projets innovants qui en fait permettent de révéler tout cet écosystème autour. L'idée, c'est d'avoir un écosystème agile, fort, qui existe déjà, et de pouvoir finalement donner un espèce de terreau fort aux innovations pour qu'elles puissent s'épanouir sur le territoire. Alors, si je suis un jeune doctorant, je peux venir vous voir avec une idée? Alors, vous pouvez me voir avec une idée. Si vous êtes un jeune doctorant, si vous êtes un enseignant-chercheur, si vous êtes un chercheur,
Quel si que vous soit êtes, voilà. En fait, chercheur. voilà, chercheur. En fait, dans ce projet ici, donc il y a la science et puis on a des programmes un peu particuliers. On a un programme qui a été créé pour ça, pour favoriser l'innovation, pour favoriser ce dialogue avec le monde socio-économique. Et Hélène Marian, qui va parler ensuite dans une table ronde, est responsable de ce programme. Ça s'appelle le Hub Inauvergne. Et l'idée, c'est vraiment, notamment pour les doctorants, je sais que le public, il y a pas mal de doctorants dedans, c'est de donner des outils à ces doctorants pour qu'ils aillent discuter avec le monde socio-économique ou pour qu'ils aillent créer leur entreprise aussi. On a différents types d'outils. Alors, il y a des missions doctorales innovation. On finance, en fait, en plus de la thèse, le doctorant sur 1 année, 2 années pendant sa thèse pour qu'il aille dialoguer ou créer un prototype ou des choses comme ça en lien avec le monde socio-économique. Et d'expérience, les doctorants sont souvent mieux armés qu'ils le pensent pour aller discuter avec, à l'extérieur de l'académie, on va dire. L'idée, c'est vraiment enlever cette peur et arriver à faire travailler ensemble recherche académique et recherche privée, je dirais. Et c'est vrai que Jean-Pierre Pirinos tout à l'heure en a parlé, on a des laboratoires partagés, mais on a aussi des Living Labs, des City Labs. L'idée, c'est aussi remettre le citoyen au milieu de tout cet écosystème de l'innovation, en fait. Vous voyez, donc vraiment avoir le monde de la recherche académique, le monde de la recherche privée, le citoyen, les collectivités, et arriver à fédérer autour de ça tout cet écosystème et vraiment porter tout le territoire en s'appuyant sur la recherche, bien sûr. Merci à vous. Nicolas, il ne reste plus que vous. Alors vous incarnez finalement tout ce qui a été dit là par nos intervenants. Vous êtes le parrain de cet événement. Vous êtes CEO ou PDG de Surgard dont on va parler dans la seconde partie de cette table ronde. Une question toute bête, déjà, pourquoi vous acceptez d'être parrain et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Parce que ce n'était pas tout à fait évident, même il y a quelques années, d'être ici aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais ici pour être un peu ambassadeur du Deep Tech, je ne sais pas si j'y aurais Vous saviez vraiment ce que c'était cru. la Deep Tech il y a 2 ans ou pas? Je commençais à savoir, parce qu'il y a un moment, on est obligé, si on veut faire partie ou en tout cas approcher l'écosystème, il faut apprendre un peu tout le vocabulaire. On a vu qu'il y avait pas mal d'anglicismes avec lesquels il faut quand même se familiariser, quoi. Même s'il y a tout ce qui a été dit, c'est vraiment avant tout pour moi une aventure humaine qui est vraiment faite de les bonnes rencontres au bon moment, ou des fois des gens avec qui ça n'avance pas aussi, parce qu'il faut être réaliste sur ce qui se passe en pratique, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et ça vous mène ici aujourd'hui. On va parler de Surgard après. Ça nous mène aussi aujourd'hui, puisque moi, au départ, je suis chirurgien au CHU, je suis PUPH au CHU, et vraiment, c'est l'accomplissement de la Deep Tech, parce qu'on a commencé il y a près de 11 ans à débuter la recherche en vision par ordinateur, en computer vision, et qui était une histoire de rencontre d'un professeur de mathématiques, qui est Adrien Bartoli, et qui est à l'université, et qui a rencontré mon mentor de l'époque, mon mentor chirurgical, qui lui travaillait en chirurgie mini-invasive. Donc Adrien a dit, nous, vous utilisez l'image, nous on travaille sur l'image, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On verra que ça a mené à pas mal de choses, y compris là, vous avez une actualité qui est toute récente. D'une part, c'est votre anniversaire demain. Oui, Première chose, c'est important. Et la deuxième, c'est que Surgard connaît là en ce moment une accélération de son actualité. On en parlera tout à l'heure, donc ne déflorez pas la suite. D'accord, je dirais. Mais tout ça pour dire qu'il y aura de quoi discuter dans la deuxième partie de cette table ronde qu'on va commencer. D'ailleurs, je vais vous remercier tous les 5. Nicolas, on se revoit après. Merci à vous. Et puis, je rappelle à notre public que vous pouvez poser des questions qu'on prendra à la fin de la table ronde, si je ne prends pas de retard. Donc, je vais essayer d'être le maître du temps jusqu'à 15h30, 15h25, 15h30. Donc, Livestorm permet de poser des questions, n'hésitez pas. Les intervenants qui seront ici reviendront, si nécessaire, pour y répondre. Voilà. Merci à vous 5. Merci. Et peut-être à tout à l'heure pour la série de questions. Restez dans le coin. Voilà. Je vais appeler, je vous invite à quitter le plateau. Je ne lève pas, c'est interdit de me lever.
Rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre étape clermontoise du Deep Tech Tour. Alors cette fois, je ne suis plus en compagnie de 5 personnes, mais de 3 personnes que je vais vous présenter tout de suite. Alors, je vais commencer par là, je suis désolé mesdames, on va contrevenir aux règles élémentaires de la bienséance, mais à ma droite, Cédric Charrière-Fiedler, je ne sais pas si je prononce bien. C'est tout à fait ça. C'est bon. Cofondateur de Siliceum, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste dans pas longtemps. Hélène Marian, responsable du programme Hub Inauvergne et également du Clermont-Auvergne Pépite, vous allez nous expliquer tout ça aussi. Et Isabelle Mounier, directrice de l'incubateur Buzy, dont on a déjà parlé dans la première partie de la table ronde. Je vous précise, pour bien vous expliquer, que vous allez avoir affaire à 3 entrepreneurs, à 3 personnes qui incarnent des startups qui sont finalement l'incarnation de ce dont on a parlé dans la première partie. Là, on a parlé, on les distingue de 3 manières différentes. La première s'appelle Émergence. Émergence parce que la société que représente Cédric est une société neuve, une société qui arrive, elle émerge. La deuxième, qui suivra, sera placée sous le signe de l'accélération et le troisième sous le signe de la croissance. Voilà. Cette petite parenthèse refermée, Cédric, si vous pouvez nous expliquer, alors ce que vous faites est compliqué, on ne va pas se mentir, mais j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, parce que ceux qui nous écoutent finalement ne sont pas de la partie, pas forcément, pas de votre partie en tout cas, et que vous puissiez nous expliquer ce que vous faites en mots assez simples pour qu'on puisse, voilà. Eh bien, ça marche. Pour juste pas être perdu moi déjà. Alors, les choses compliquées sont composées de plein de choses simples. Chez Siliceum, nous accompagnons nos clients à intégrer les problématiques de performance au sein de leur développement logiciel. Alors, performance, c'est quoi? La performance, c'est la capacité d'un logiciel à exploiter les ressources dont il a disposition. Vous savez, c'est la vitesse à laquelle il va, ça peut être la quantité de mémoire qu'il va prendre. Je prends des exemples concrets. Dans le monde du jeu vidéo, par exemple, on dit qu'il faut au moins 30 images par seconde. 30 images, ça veut dire quelques millisecondes. Et ça, si vous ne les atteignez pas, c'est des clients en moins. Sur un marché à 120 milliards en 2018, c'est problématique parce que des clients en moins, c'est du marché en moins. Quand vous êtes dans une voiture autonome, si l'algorithme de détection d'obstacles prend plus de temps que vous avanciez, c'est votre sécurité qui est en jeu. Alors chez Siliceum, on accompagne donc nos clients dans une démarche d'audit, de mise en place de solutions adaptées, et on développe des logiciels dédiés à comment faire pour prévenir au plus tôt les problèmes d'émergence de performance, de problèmes de performance au sein du cycle de développement. Donc le jeu vidéo, la voiture autonome, il y a d'autres exemples comme ça où la performance logicielle est importante, puisqu'on comprend que c'est ça que vous faites. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des acteurs du monde du multimédia, mais on a également la même problématique dans le monde du temps réel. Donc la sécurité, par exemple, tout ce qui va être caméra de surveillance, traitement d'images en temps réel. On a la problématique dans le monde de la finance, par exemple aussi. Alors nous, on ne travaille pas directement avec eux, mais c'est des domaines qui en sont très friands, tout ce qui va être pour les performances. Fréquence, c'est ça, non? Et puis en fait, tout à fait. Mais en fait, je vais vous parler d'un truc tout bête, c'est que depuis 20 dernières années, on estimait que les capacités d'un ordinateur évoluaient tout le temps. Sauf qu'on arrive aux limites physiques de cette évolution. Donc aujourd'hui, on a 2 possibilités. La loi de Moore, non? C'est exactement ça. C'est comme ça, ouais. Aujourd'hui, les ordinateurs ne peuvent pas aller beaucoup plus vite, donc on multiplie leur nombre. On vous vend des téléphones avec 2, 6, 8 cœurs, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont incompressibles. Et donc, on est obligé d'avoir des stratégies adaptées pour pouvoir exécuter un calcul très rapidement. Donc, soit vous arrivez à dépasser les lois de la physique, soit vous écrivez votre code intelligemment. Et ça, c'est pas forcément le plus facile qui soit. Enfin, un petit instant bio, on va dire, parce que vous avez un parcours qui est pas tout à fait classique, on va dire, oui. Dans l'académie. C'est vrai. Voilà. Vous venez d'un DUT, d'une école d'ingénierie, vous êtes ingénieur donc, oui. Et en alternance. Et qu'est-ce qui vous a mené finalement vers cette voie-là aujourd'hui, qui est la création de Siliceum? Moi, j'ai toujours voulu être dans le domaine de la création d'entreprises pour pouvoir proposer une autre manière de travailler, une autre manière de gérer un projet. Alors, j'ai fait un UT multimédia à Vichy, dans lequel j'étais amené à travailler dans le monde de l'audiovisuel, de la communication, du graphisme, du web. Puis, je suis parti en école d'ingénierie, donc là où j'étais amené à travailler chez des grands groupes en stage. J'étais amené à faire une alternance pour découvrir les modèles managériaux des sociétés de services. J'ai ensuite, à cet effet, entre l'école d'ingénierie, ensuite j'ai continué par une thèse dans le monde du calcul. Donc là, on faisait des gros algorithmes qui tournaient sur des gros ordinateurs. Donc là, après, durant cette étape-là, j'étais accompagné par Pépite. Donc, on va en parler dans un instant. Tout à fait, donc accompagné par Pépite, suite à un Startup Weekend dans lequel nous développions une application pour enfants. Voilà, c'était du multimédia. Donc, vous avez commencé par une application pour enfants, c'était une sorte de
d'entraînement, c'est ça, à ce qu'elle allait suivre? C'est un peu ça. L'idée, c'était de se dire, on a 3 ans de thèse. Moi, j'avais fléché ma thèse dans le domaine de la création d'entreprise. Sur le sujet de thèse, c'était indiqué que la thèse allait se valoriser en création et que pendant ce parcours-là, on s'est dit, bah d'accord, si on a l'opportunité de monter une entreprise dans le monde du multimédia, de connaître les acteurs du système, allons-y. Donc à cet effet, on a monté le projet, car on portait un Startup Weekend. On s'est dit, bah, allez, on le pousse un peu plus loin, voir où on peut aller. On a été accompagné du coup par Pépite. Puis de Pépite, on a été accompagné par Buzy, qui nous a accompagnés sur le développement du projet. On va en discuter après, justement. Ouais. La rencontre avec les différents acteurs du système. Et au bout d'1 an, donc moi quand j'allais passer en 3e année de thèse, la problématique s'est posée. Moi, j'avais plus le temps pour me consacrer au projet. Le projet, ensuite, il est ce qu'il est. Quand on ne peut pas se consacrer 100% à un projet, le projet a beaucoup plus de difficultés pour vivre. De la thèse, ensuite, au fin de contrat de thèse l'année dernière, le choix a été posé entre valoriser le projet ou j'ai eu des soucis de direction de thèse, en fait, qui m'ont amené à partir sur la création d'entreprise. Ça arrive, ouais. Chose qui arrive. Et là, le choix, c'était soit on continuait de foncer dans le mur, soit on valorisait les travaux pour créer l'entreprise. Et de l'entreprise me rejoint 2 collègues d'ingénierie qui viennent de 2 univers différents. Clément... C'est la caractéristique, ouais. Vous êtes 3 finalement. On est 3. Avec des profils assez similaires, parce que souvent on s'entoure de gens qui ne nous ressemblent pas pour être complémentaires. Vous êtes complémentaires, mais finalement avec des backgrounds communs. C'est exactement l'idée. On est 3 profils qui viennent de la même école d'ingénieurs, sauf que Clément, lui, est parti en dernière année chez Koutimi, donc il a un double diplôme, ingénierie et Master of Science dans le monde du jeu vidéo. Antoine, lui, est parti en Chine. Lui, travaille plutôt dans l'infogestion, donc lui, partie beaucoup plus administrative. Et moi qui ai continué plutôt sur la partie calcul et multimédia. Donc on est 3 ingénieurs, avec 3 démarches complètement différentes, 3 expériences professionnelles différentes qui nous ont amenés à avoir des sensibilités. Donc même avec le même parcours, on peut avoir des compétences variées. Ce qui est plutôt rare quand même. Enfin, je vais vous laisser parler parce que je ne suis pas l'expert, mais j'ai l'impression que votre exemple est rare. On va commencer peut-être dans l'ordre à ce moment-là, puisque vous avez rencontré Pépite avant de rencontrer Buzy, si j'ai bien compris. J'ai juste oublié de mentionner le dernier acteur avec qui on a été travaillé. Durant la thèse, on a été amené, suite à une déclaration d'invention auprès de l'université, on a également été accompagné par à l'époque la SAT Grand Centre, puis aujourd'hui Clermont-Auvergne Innovation sur le dépôt d'un brevet. Donc on a aujourd'hui travaillé Clermont-Auvergne Innovation sur sa valorisation. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas exactement avec celui-ci, mais on peut être amené à l'utiliser dans le futur si besoin est. En tout cas, oui, on est vraiment passé par différents organes publics d'accompagnement et d'encadrement qui nous ont permis de nous accompagner tout au long du déploiement. Parce que effectivement, la région Auvergne a la caractéristique de, entre guillemets, de ne pas avoir de SAT, mais d'avoir un organisme appelé Clermont-Auvergne Innovation, qui est l'équivalent d'une SAT. Mais à l'époque, c'était une SAT. À l'époque, c'était la SAT, oui, tout à fait. À vous, on vous écoute, puisque finalement, vous avez été un peu dans le chronologique du développement de Silicium. C'est vous qui êtes intervenu en premier, Hélène Marian, au titre de Pépite. Alors juste Pépite en 2 mots. Donc un Pépite, c'est un pôle étudiant pour l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. C'est l'acronyme, ouais. C'est l'acronyme. Il y en a 33 en France, grosso modo 1 par pôle universitaire. Et l'objectif des Pépites, c'est d'accompagner les étudiants qui portent un projet de création. Et donc on est très tôt. Très tôt, on les accompagne à l'entrepreneuriat et on les forme par l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de les amener à travers leur projet à développer des compétences qui seront valorisables soit par la création d'entreprise, soit pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi après leurs études. Donc ça s'adresse à tous les étudiants, quel que soit leur niveau d'études et quel que soit leur profil. Et dans le cadre de Cédric, il était en doctorat, ça ne représente pas la majorité de nos étudiants et c'est un des axes qu'on cherche à développer particulièrement à Clermont-Ferrand. Les étudiants, c'est plutôt avant le Alors, doctorat. la majorité sont au niveau Bac plus 4, Bac plus 5, puisqu'il faut quand même une certaine maturité à la fois en termes de compétences et à la fois en termes de projet, puisqu'on s'adresse quand même pour l'accompagnement à des étudiants qui sont porteurs d'un projet. On a aussi dans les Pépites une grosse dimension sensibilisation, puisque l'idée c'est quand même de sensibiliser le plus grand nombre possible d'étudiants, idéalement tous, à ce que c'est que l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir grâce à l'entrepreneuriat. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, à ce moment-là, peuvent demander le statut national étudiant-entrepreneur. Et donc là, ils doivent être porteurs d'un projet, on les sélectionne et là, on les accompagne plus spécifiquement comme on a accompagné Cédric. Et ça vous a porté, on va dire? Ça a été le on va dire pouce vis-à-vis de la création d'entreprise sur laquelle on est aujourd'hui, ça nous a drastiquement réduit la durée de création d'entreprise actuelle. Parce qu'il y a énormément de choses. Déjà parce que quand on est en tant qu'ingénieur informatique, il y a des tas d'éléments qu'on ne prend pas forcément en considération. Toute la partie considération marketing, clientèle, compta, il va y avoir énormément d'éléments qu'il va falloir prendre en considération. L'avantage avec Pépite, c'est qu'en plus, il y a énormément d'ateliers qui sont réalisés, qui permettent de prendre en compte toutes ces connaissances-là, de les intégrer, de s'essayer, de se rendre compte que dans un parcours universitaire,
avec la bourse dont on peut disposer, on peut être amené à essayer, à échouer. Parce que nous, Silicium, ce n'est pas le premier essai d'entrepreneuriat. On peut échouer. Oui, on a essayé plein de projets différents, et à chaque fois avec des ruptures. Le premier projet qu'on avait eu avec Pépite, on était même allé monter jusqu'au ministère parce qu'on avait gagné le prix Pépite. Et puis le projet aujourd'hui n'a pas marché parce qu'il y a une réalité terrain qui fait que quand on développe une application, eh bien, il faut être rentable. Et si on veut être rentable pour avoir un salaire, il y a des choix à réaliser, tels que s'assurer quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour être rentable. Et nous, en l'occurrence, on a décidé de valoriser la partie plus ingénierie sur laquelle on avait plus de travail. Mais oui, tout à fait. Ça demande pas mal de flexibilité quand même, il ne faut pas rester dans un... Eh bien, c'est ça, je dirais que les encadrements permettent de prendre du recul. Vraiment. Voilà. Cette notion de pivot, c'est aussi ce qu'on enseigne ce qu'on essaye de transmettre à nos étudiants entrepreneurs. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment les compétences qu'ils vont développer. Le projet, il faut qu'il soit attaché, mais il faut qu'il sache pivoter si besoin, ce que Cédric a su faire. Et puis pour les projets qui arrivent à maturité, on les transfert ensuite, entre guillemets, à l'écosystème. Donc, en l'occurrence, c'était Buzy parce que c'était l'incubateur, c'était l'incubateur le plus adapté. Mais il faut vraiment voir Pépite comme un des acteurs de l'écosystème de l'innovation. On travaille vraiment en réseau et on est à l'interface entre le monde étudiant et le monde de l'entrepreneuriat. Et notre rôle, c'est de permettre à nos étudiants d'avoir accès à ce réseau plus rapidement, ce que Cédric a très bien dit. Isabelle Mounier, donc Buzy, vous arrivez après dans le développement finalement de Silicium. Juste en deux mots, Buzy, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Oui, alors Buzy, c'est ce que l'on appelle un incubateur d'entreprise, c'est-à-dire que nous intervenons avant la création de l'entreprise. Nous travaillons en moyenne 12 à 18 mois avec le porteur de projet, c'est ce statut-là qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore créateur de l'entreprise, il est porteur de projet. Et nous intervenons une fois que l'idée est à peu près calée, on va dire. Il y a une première base qui est définie, donc effectivement, avec Cédric, ça s'est passé une fois qu'il avait fait son premier pivot et qu'il a pris la décision de travailler sur Alors le pivot, c'est quand on change son cœur de métier. Voilà, c'est ça, c'est changer de sujet, c'est faire évoluer le sujet. Oui, c'est l'évolution. C'est l'évolution. C'est pas forcément un 180 complet. C'est pas forcément Non, drastique. pas forcément. Oui, c'est pas forcément un changement drastique. C'est un terme technique qui est très souvent utilisé. Qui est bon d'utiliser, parce que c'est vrai qu'on pivote souvent dans les startups. C'est ça. Donc nous intervenons avant la création, nous travaillons avec le futur entrepreneur. Nous sommes dédiés à tous les projets innovants, scientifiques, techniques ou technologiques. C'est-à-dire que nous travaillons essentiellement avec des jeunes docteurs, des ingénieurs, des chercheurs ou des personnes qui viennent de sphères privées, mais techniques d'entreprise, et qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprise. Donc là, il y a tout un travail à faire avec eux sur de l'humain. J'entendais précédemment Nicolas Bourdel en parler, mais oui, c'est ça. Nous travaillons sur l'humain. Former des gens, en fait. Oui, ça va au-delà de les former, on les accompagne au quotidien, c'est un appui au quotidien et nous sommes à leur côté pour leur ouvrir des portes sur un réseau d'experts qualifiés en fonction de leurs besoins, au bon moment, en fonction des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Et nous sommes aussi à leur côté pour monter les dossiers de financement. Sujet, les dossiers de financement. Oui, c'est un gros travail, pour préparer les passages devant les comités, devant les jurys, c'est tout ce travail-là qui est... Le comité d'investissement, j'imagine, le jury d'investissement, les levées de fonds, enfin tout ce monde. C'est ça. Donc les chercheurs ne connaissent pas nécessairement. Oui. Donc là, on opère une transformation, à la fois dans le langage utilisé, puisque c'est un langage spécifique, le langage de l'entrepreneuriat, d'autant plus deep tech, à la fois dans le langage, mais aussi dans l'attitude et la façon de présenter son projet. C'était pas trop compliqué, non, changer de langage? Aussi. Les anglicismes, les vicis. Alors, en dehors de ça, il y a aussi l'aspect technique. Quand on sort d'un labo, on n'est pas tout de suite prêt à intégrer le discours devant le client. Pourquoi? Parce que nous, on peut développer le produit le plus technologique qui soit. Le client, il a un besoin. Et c'est deux choses fondamentalement différentes. Parce que si vous venez avec une solution et que lui, il vient avec ses questions, des fois, ça ne matche pas. Tout simplement, ça ne correspond pas. Donc, il va falloir comprendre que les choses que l'on développe sont une des réponses potentielles aux questions. Mais il y a tout un travail de vulgarisation à apprendre. Les docteurs ne sont pas si mal armés que ça. Alors, effectivement, il y a une capacité d'apprentissage qui est quand même assez forte. Déjà, on dirait une des forces aussi qu'on a déjà la capacité d'apprentissage. Et puis en plus, en doctorat, on est aussi amené à être pédagogue parce qu'on est amené à enseigner aussi, à pouvoir accompagner des cours. Cette démarche-là de vulgarisation est nécessaire. Mais je dirais que le plus gros gap n'est pas forcément sur la partie vulgarisation, mais c'est adaptation du discours au client. Il est vraiment un exercice qu'on ne rencontre ni en ingénierie, ni dans le domaine du doctorat. Et j'ai envie de dire pas qu'aux clients. Il s'agit, en fait, nous, on les amène à adapter leur discours en fonction de chaque interlocuteur. Parce que chaque interlocuteur attend un discours différent. Et ça, c'est vrai que c'est un gros travail que de comprendre ça et d'adapter le discours à chaque fois. Absolument. C'est ça.
Et aux pépites vulgariser, en amont, finalement. Ouais. pépites en amont, on les sensibilise un peu à ces problématiques-là, avec l'art du pitch, par exemple, même si le client n'est pas encore réel, donc ce n'est qu'une Ça reste sensibilisation. de la théorie, mais voilà. Et ce qui est vraiment intéressant entre les différents organes, c'est qu'il y a un maillage qui se fait, les entrepreneurs discutent. On a pu rencontrer des étudiants pépites à l'espace coworking, son espace de coworking Buzy à Pascalis. Les étudiants sont venus discuter avec nous, on a pu échanger ensemble. Ça permet vraiment d'avoir un maillage, un vivier qui communique, on partage nos problématiques. Donc c'est vraiment un gros plus. Merci à vous. Je dois vous couper, je suis désolé. On a merci un à tout vous. petit peu de retard. Et je vous Merci. ai laissé parler. Et c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à... Alors, si vous pouvez patienter un petit peu, au cas où les internautes aient des questions, patientez à côté. Puis je vous rappellerai si nécessaire, à la fin, il se peut qu'on fasse une petite séance de questions. Mais en attendant, je vous invite à quitter le plateau. Et on se verra peut-être après. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, et me revoici. Et vous avez remarqué, les intervenants ont changé à côté de moi pendant les quelques minutes où on vous a laissé avec le jingle de BPI. Vous connaissez déjà au moins 2 personnes, en présence de Nicolas, CEO de Surgar, que je vous représente quand même. Et ah mon Dieu, Isabelle Mounier, pardon, de Buzy, désolé, qui est juste à la gauche de Nicolas. Je continue le tour de table avec M. Yannick Izoard, directeur général délégué de Clermont Auvergne Innovation. Et on termine par Catherine Chabanon, tout à votre gauche, directrice du Bivouac, dont on va parler tout à l'heure. Alors Nicolas, pardon, je vous ai interrompu. Nicolas, on avait commencé à parler tout à l'heure de ce que vous faisiez, en fait, de Surgar et de toute l'actualité là, qui entourait Surgar. On va continuer cette conversation et satisfaire la curiosité de ceux qui nous regardent. Et puis ensuite, voir de quelle manière vous avez été finalement accompagné, parce que vous avez beaucoup de gens autour de Surgar, dans l'écosystème, on va dire, local, dont Buzy, dont Clermont Auvergne Innovation, mais d'autres aussi. Donc voilà, l'actualité là en ce moment, c'est Surgar, donc on parle de chirurgie, on parle de réalité augmentée ou virtuelle, vous allez nous dire, augmentée exactement, d'où le AR de Surgar. En 2 mots, parce que vous ne l'avez pas tout à fait bien expliqué tout à l'heure, quand je ne dis pas bien de manière trop courte, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi Surgar? En fait, on est là pour valoriser un logiciel qui va permettre la réalité augmentée pendant la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire, pour faire très court, on va prendre l'imagerie préopératoire, qui est de la donnée préopératoire, on en fait un modèle 3D et on va fusionner avec ce que voit le chirurgien. Donc l'image que je prends souvent, c'est que vous avez une mandarine, vous voulez aller chercher un pépin à l'intérieur sans ouvrir en 2 la mandarine. Et bien pour ça, il va falloir scanner la mandarine, faire un modèle 3D et puis la surimposer à la mandarine. Donc vous allez comme voir au travers de l'organe et aller chercher la tumeur, mais en fait, ce n'est pas que la tumeur à l'intérieur, ce n'est pas que le pépin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la vascularisation et tous les éléments que le chirurgien ne veut pas léser pendant la chirurgie. Vous avez tenté de diminuer au maximum, j'imagine, les lésions possibles pendant l'opération. Voilà, améliorer la précision du geste, améliorer la fiabilité du geste et diminuer l'agressivité du geste. Donc on est vraiment dans de la chirurgie individualisée, parce qu'en plus le chirurgien peut s'entraîner avant l'opération, en tout cas c'est l'objectif. Donc on est vraiment pour améliorer ce geste, cette procédure ou ce geste opératoire. Et vous êtes vous-même chirurgien, PUPH comme on dit, donc praticien universitaire, praticien hospitalier, et spécialiste de la question quelque part, puisque c'est quelque chose que vous avez fait avant de le créer. Voilà, nous, là, ça c'est vraiment ma culture, qui est ma culture chirurgicale de chirurgie invasive, où on utilise une caméra pour opérer, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus le ventre en 2, on n'ouvre plus le capot, et on va opérer juste en faisant des petites incisions, et grâce à une caméra, ce qui permet de diminuer l'agressivité du geste. Donc ça, c'est vraiment ma culture chirurgicale. Donc c'est mon métier de départ. Et Surgar, c'est la rencontre, vous le disiez tout à l'heure déjà, avec d'autres personnes qui vous ont apporté finalement ce qui vous, entre guillemets, vous manquait dans votre pratique, c'est-à-dire l'aspect visuel, l'aspect mathématique, peut-être même des choses. Voilà, l'aspect de retravail du signal vidéo. Reprendre le signal vidéo et réfléchir quelles informations on va pouvoir apporter pour aider le chirurgien. C'est vraiment un peu comme l'évolution de votre voiture autonome sur laquelle vous avez un GPS qui vous guide. Alors on va encore plus loin puisque c'est comme si on affichait sur le pare-brise directement la direction qu'il faut prendre. Donc on va avoir, on imagine maintenant des solutions comme une aide au freinage d'urgence. On va avoir exactement la même chose avant de toucher un organe, par exemple, qu'il ne faut absolument pas léser. Donc on est vraiment dans cette optique d'apport d'intelligence au bloc opératoire. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de technologie, mais il y a peu d'intelligence.
Et là, on apporte de l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de la medtech? Ah, c'est vraiment de la Une medtech. sous-branche de la deep tech, peut-être? Voilà, c'est de la medtech. Il y a beaucoup de tech, hein, vous l'aurez compris. Oui, alors la medtech peut être deep tech ou pas, mais c'est vraiment de la medtech parce qu'on a... Touché à la médecine, touché oui, et puis on a les obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'on... On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est un gros enjeu. Mais ça, c'est un gros enjeu de dispositif médical, de normes ISO 13485. Enfin, il y a toute une stratégie réglementaire et gestion de la qualité qui est extrêmement importante et que nous, on a pris à la bras-le-corps, même avant la création de la société. Qui date de quand, la création de la société? 22 octobre 2019, donc on n'a même pas... Donc c'est récent. Voilà. Ouais. On n'a pas un an d'existence, on va les fêter bientôt. Mais l'idée est plus ancienne. L'idée, Deep Tech, par définition, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce côté recherche fondamentale. J'aimerais bien qu'on conclue tout à l'heure sur l'actualité dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a eu des choses importantes qui sont passées encore ce matin, si j'ai bien compris. Ouais. Très tôt. Oui, ou même c'était midi 19 quand on a fait... Midi 19, ah oui, on voilà, le communiqué de presse sur la finalisation de notre levée de fonds. Voilà, donc c'est tout chaud. On en parlera peut-être juste à la fin pour clôturer la rencontre. Mais Isabelle Buzy, vous êtes à côté de Nicolas, donc je redonne la parole. Tout le temps. Alors, je vais juste avant de laisser la parole à Isabelle, c'est que effectivement, il y a deux rencontres. C'est pour faire le lien aussi, c'est qu'il y a la rencontre scientifique et puis il y a la rencontre entrepreneuriale et qui là a vraiment commencé avec Isabelle et Loïc Lucel à Buzy, qui pour moi est quand même vraiment le moment où on basculé vers l'entrepreneuriat et avoir une vision. Oui. Donc ça, vraiment, c'est pas parce qu'elle est à côté de moi. Elle le sait, je lui ai déjà dit. Mais c'est le changement de métier, quoi, qui a accompagné. Ouais, c'est vraiment le changement de métier. Ouais. On passe dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parlez-en, du coup, Isabelle. Oui. Passez les compliments. Voilà, comment s'est fait la rencontre? Qu'est-ce que vous avez apporté à la... Alors, comment s'est fait la rencontre en début janvier 2019? Ouais. C'est ça, sur un coup de fil? Ouais. Sur un coup de fil. Donc, on s'est rencontrés très rapidement derrière. Et puis, on a décidé, on s'est dit, tiens, février, il existe le concours ILAB, qui est un concours justement pour les projets Deep Tech. Et on s'est dit, si on est capable de monter ce dossier-là dans les délais, on saura qu'on peut monter vraiment l'entreprise et qu'on peut se lancer sur le marché. Donc, on s'est donné ce défi-là. C'est assez exceptionnel parce que généralement, on travaille ça 6 mois en amont avec nos entrepreneurs qui sont déjà en incubation. Là, c'était vraiment extrêmement court. 1 mois et demi, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, ça fait 1 mois et demi. Oui. 1 mois et demi avec Nicolas qui exerçait à plein temps à l'époque. Oui. De grosses journées. Oui. Oui, bon, après, quand on a la foi et l'envie, on arrive à faire des grosses journées, mais bon, c'est pas non plus l'idéal comme situation dans l'efficacité. Il y avait quand même eu des dépôts de iLab qui n'étaient pas allés jusqu'au bout avant, donc il y avait déjà eu des porteurs de projets sur lesquels il y avait eu des obstacles divers et variés. Donc il y avait une base quand même, et nous on a quand même vraiment tout retravaillé, tout réactualisé. Puis donner votre patte et votre vision à vous, parce qu'en fait c'est ça, c'est une vision l'entrepreneuriat. Oui, et la vision de terrain, notamment la vision marché de terrain, la vision business aussi, puisque le côté scientifique, il était là. Je pense qu'on avait accumulé assez de publications et de background scientifique, et après il faut transformer en pensant un business plan, en pensant marché, en pensant opérationnel. Voilà. C'est ça. Yannick Izoard, de quelle manière vous avez accompagné Shurgard dans son développement, sachant que c'est votre rôle à Clermont-Auvergne Innovation? Alors, Clermont-Auvergne Innovation, comme ça a été peut-être dit, donc c'est la filiale de valorisation et de transfert de techno de l'université Clermont-Auvergne. Donc la technologie Shurgard, en fin de compte, a été développée par le professeur Adrien Bartoli, une bonne partie, donc au sein de son laboratoire. Et le rôle de Clermont-Auvergne Innovation est de faciliter l'accès à cette technologie à des entreprises et notamment des startups Deep Tech. Et donc elles deviennent Deep Tech en accédant justement à la technologie issue des laboratoires. Donc nous, notre rôle, il a été double. Le premier a été un peu juridique, c'est-à-dire donc de donner accès, donc de négocier un contrat de licence avec la société Shurgard, donc de lui donner accès exclusif
à cette technologie pour qu'ils puissent l'exploiter de manière extrêmement libre et qu'ils ne soient pas freinés par des contraintes de territoire ou de domaine. C'est un énorme enjeu, ça. On le dit peu, mais ça peut bloquer concrètement un développement. Souvent d'ailleurs, avec les investisseurs, en fin de compte, la question souvent se pose, est-ce qu'on est propriétaire, est-ce qu'on est locataire? À partir du moment où la société est libre d'exploiter sans frein, on peut considérer qu'en effet, on a joué notre rôle. Et le deuxième point, c'est qu'étant donné que cette technologie, comme l'a très bien dit Nicolas, donc venait quand même de 10 ans de développement, donc elle était quand même à un stade de maturité relativement évolué, pour aller encore plus loin dans l'aventure Shurgard, donc on a décidé un co-investissement, un autre investissement, pour maturer encore plus cette technologie et en particulier l'accès aux marchés internationaux et aux marchés US. Parce que c'est votre but à moyen terme. On conclura là-dessus tout à l'heure sur vos projets, parce que finalement c'est un marché énorme et qui n'est pas que français. Mais je voudrais quand même entendre avant ça Madame Catherine Chabanon du bivouac. Alors vous souhaitiez réagir tout à l'heure à quelque chose que vous avez entendu. Alors présentez-nous le bivouac déjà. Oui, alors vous avez une réaction par rapport à ça. Oui, justement, c'était pour enchaîner sur le début de la plénière où on présentait l'ensemble de l'écosystème d'accompagnement et en particulier des deep tech et où Jean-Pierre Brenas, en représentant de la région, montrer la richesse de cet accompagnement et dont le bivouac faisait partie. Donc le bivouac, c'est quoi? C'est un accélérateur de start-up qui a pour origine une volonté publique et privée de développer justement l'entrepreneuriat innovant sur le territoire. Et à l'origine du bivouac, donc, on a la région, la métropole de Clermont, mais aussi des grands groupes industriels locaux comme Michelin et Limagrin qui ont été cités plus tôt. Mais surtout, ce qui est important aujourd'hui par rapport au bivouac, c'est la volonté qu'on a d'accompagner ces entreprises deep tech et on a mis tout en place, entre guillemets, vous accompagnez les entreprises, pour légitimiser. Voilà, on est en pas accélération. Des porteurs de projets, non, c'est vraiment Une fois que l'entreprise est créée, qu'elle est sortie de Buzy et de l'incubation, après, elle a toute une phase où il va falloir qu'elle mette les bases à sa croissance. Et nous, on arrive à ce moment-là pour l'aider à concrétiser sa stratégie RH, sa stratégie de développement, sa stratégie d'accès au financement et pour accélérer sa croissance. C'est le grand bain, quoi. Donc là, on est dans le grand bain. On n'est plus juste un projet comme on a pu être avant. Et Nicolas, pour ça, va très très vite. Donc il est en train de brûler plusieurs étapes. Mais c'est vrai que dans le parcours classique d'une entreprise ou d'un projet en incubation, c'est vrai qu'on a cette phase amont à la création de l'entreprise. Et après, nous, derrière, on arrive pour l'aider à consolider tout ça. Et donc sur l'accompagnement des deep tech, donc on a voulu justement avec Clermont-Auvergne Innovation et avec Buzy, construire un parcours où on avait le moins de ruptures possibles dans l'accompagnement de ces startups. C'est-à-dire que là où Buzy travaille à la création d'une équipe fondatrice avec le créateur et puis un nouvel associé, par exemple, nous, derrière, on va aider la startup à faire grossir son équipe, à aller chercher les compétences, à travailler sur l'image de sa société pour l'aider à trouver les bons talents et à les retenir. Et ce qui va l'aider aussi derrière à développer et à conquérir de nouveaux marchés en particulier. Et s'assurer surtout que le produit qui a été imaginé et incubé, à un moment donné, il répond bien aux besoins marchés. C'est-à-dire que très tôt, certaines startups, même dans la deep tech, peuvent être amenées à pivoter, ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire changer leur modèle économique. On l'expliquait, changer. Voilà, changer. Et donc nous, on est là pour s'assurer que cette transition va se faire comme il faut et pivoter le plus vite possible s'il y a besoin d'un pivot et pas attendre d'avoir atteint le fond de ses ressources financières pour envisager ça. Donc on parle de vos projets depuis tout à l'heure, Nicolas Bourdelle. On comprend qu'il y a un enjeu de certification qui est important et puis cette certification, elle amène à d'autres marchés, d'autres pays peut-être. Oui, en medtech, c'est difficile d'avoir une vision régionale, bien sûr, c'est pas possible. Nationale, ça suffit pas. Européenne, c'est un début, mais il faut vraiment une vision internationale pour espérer trouver un modèle économique qui soit rentable. Alors, c'est pas un gros mot, mais quand on vient de la deep tech, des fois, en tant que chercheur, c'est des mots qu'on a difficilement dans la bouche, mais là, il faut le viser. Oui, il faut en vivre. Mais il n'y a que comme ça qu'on transforme le projet, c'est-à-dire qu'on arrive à de la deep tech à un objectif marché, quoi. Donc il faut de la rentabilité. La rentabilité, elle est vraiment à l'international et elle est vraiment sur cette ambition-là.
Donc il y a un objectif réglementaire qui est le marquage CE, et puis il y a un objectif marché nord-américain où les marges sont beaucoup plus importantes, notamment en medtech, où il faut avoir le FDA approval, donc il faut être marqué FDA, et donc là c'est des procédures qui sont extrêmement importantes, et c'est un financement là qui est majeur en termes d'études cliniques et d'objectifs. Tout ça, c'est parce qu'on fait du dispositif médical. Alors c'est le pendant du fait qu'en tant que patient, on aime bien être protégé, mais c'est sûr qu'en tant qu'entreprise, sur le marché européen et sur le marché américain, eh ben la réglementation est très forte et oblige à des investissements massifs pour avoir accéder à ce réglementaire et à ce marquage. Mais c'est votre ambition. C'est notre ambition, et ça a été notre ambition très tôt. Puisque recruter quelqu'un en réglementaire a été une des premières personnes qu'on a embauchées au sein de Shurgard, et avec une vision, et c'est ça qui nous a permis de brûler un peu les étapes, c'est parce que très tôt on a passé à ce réglementaire. Il n'y a pas de levée de fonds tant qu'on n'a pas de politique réglementaire dans le dispositif médical. Il n'y a pas de levée de fonds tant qu'on n'a pas tout expliquer ça, être capable d'avoir envisagé l'ensemble des situations. Donc voilà, peut-être qu'il faudra pivoter. On est déjà finalement dans certains projets en train de le faire, mais c'est la vie d'une start-up. Merci à vous, merci Nicolas, merci à vous. Désolé, j'ai dû écourter un tout petit peu pour gagner un tout petit peu de temps, quelques minutes, parce qu'on a pris du retard. Je vous remercie et je vous invite à quitter le plateau. Quant à nous, on se retrouve dans 2 minutes avec la 3e start-up qui va nous rejoindre dans un instant, et je vous demande quelques minutes de patience. À tout de suite. Rebonjour à tous, et voici la 3e et dernière partie de cette table ronde consacrée aux entrepreneurs deep tech. Alors je suis en présence de 3 personnes, dont vous ne voyez que 2 personnes. Alors, à l'écran, moi je suis avec 2 personnes qui sont ici, c'est de plus en plus compliqué 2020, et on a monsieur Frédéric Monod qui est chez lui, car malheureusement il est qu'à contact, donc il nous fait comme l'amabilité d'être là, mais à distance, histoire de respecter les règles. Est-ce que Nicolas Sordet, vous êtes CEO d'Affiren, je vais faire les présentations. Affiren qu'on va présenter dans un instant, et Madame Sylvie Bonin, vous êtes chargée d'affaires à BPI France. Monsieur Frédéric Monod, rebonjour à distance. Vous êtes responsable du département environnement, écosystème, ressources biologiques à l'ANR. C'est ça. Nicolas Sordet, vous êtes CEO d'Affiren, je vais faire les présentations. Et il y a un petit retard, donc j'en tiendrai compte pour poser les questions. Je vais commencer par vous, Nicolas Sordet, bonjour. Bonjour. Rebonjour plutôt. Affiren, peut-être juste en 2 mots, même question rituelle pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément non plus le secteur dans lequel vous évoluez. Voilà. Alors, Affiren, on est basé à Clermont-Ferrand et à Lyon, et on a développé un savoir-faire en microbiologie et une technologie qui nous permet de convertir tout ce qui est végétal en molécules qui sont aujourd'hui faites à base de pétrole. Donc ces produits ont des qualités olfactives fortes qui leur permettent de viser des domaines d'application très variés, que ce soit la cosmétique, la nourriture humaine, animale, et la pharmacie aussi, beaucoup d'applications. Vous avez un exemple, par exemple, d'une... Conservateurs alimentaires, les arômes et parfums, par exemple, qu'on va retrouver dans du jus d'orange. Voilà. On en consomme tous les jours. Donc c'est très vaste. C'est très vaste. Et aujourd'hui, donc là, vous êtes dans la dernière partie de cette table ronde parce que votre société, alors est-ce qu'on peut appeler une start-up encore ou pas? On peut avoir le débat, mais vous êtes en train de construire une usine. C'est ça. Start-up, nous, on aime bien dire que oui, parce qu'on garde, on fait pas de chiffre d'affaires encore, donc on peut se considérer comme start-up. Après, on aime bien garder cette volonté d'innover, cette agilité, qui sont quand même souvent propres à des structures plus petites et à des start-up. Et effectivement, on est dans une phase de transition pour devenir un acteur industriel. On vient d'ailleurs d'annoncer récemment la nomination d'un directeur de notre conseil d'administration qui a 30 ans d'expérience dans l'industrie. Et justement, on expliquait que c'était pour nous aider à franchir ce cap, passer d'une start-up à un succès industriel. Et c'est ce que vous visez dans les mois et les années à venir. Vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est une 30aine de personnes. 30 personnes. Et voilà, avec la construction de notre usine, on a une 50aine de personnes à recruter dans les 12 prochains mois. Et Affiren, concrètement, c'est un marché, vous me disiez, de 15 milliards de dollars, si j'ai le bon chiffre, c'est ça? C'est ça, c'est un gros marché mondial. Alors c'est vrai que notre ambition, c'est de pouvoir dupliquer notre technologie et de pouvoir construire des usines un peu partout dans le monde.
Mais avant, quand même, je voudrais faire un petit retour en arrière. On a pu bénéficier d'un écosystème local qui nous a permis justement d'arriver à ce stade de développement, même si on a encore beaucoup de choses à prouver. Et on a développé Afiren à Clermont avec l'aide de BPI France, avec l'aide de certains fonds régionaux type Sofimac. Et tout cet écosystème-là, en fait, finalement, dans la durée, dans le cheminement d'un projet comme le nôtre, c'est ce qui permet, ou ce qui aide aussi, et ce qui nous permet de pouvoir y arriver. Alors on parlait de l'écosystème, on en a deux exemples, un à distance, et Madame Sylvie Bonin, je vais commencer par vous, Madame Bonin. De quelle manière vous avez accompagné finalement Afiren dans ce développement? Là, aujourd'hui, une usine, 40 personnes, ça part pas de rien. Enfin si, ça part de rien justement. Et comment ça s'est fait? Alors c'est vrai que chez BPI, on a tout un enchaînement de dispositifs. On a même pris la société, si je puis dire, au berceau, puisqu'il y a déjà eu des aides en création. On avait accompagné le chercheur qui sortait de sa thèse, qui avait une idée. Qui n'est pas vous, hein. Qui n'est pas moi. C'est la caractéristique là, par rapport aux autres. Et qui a été accompagné avec une aide qu'on avait mis en commun avec la région, un fonds régional d'innovation, qui permettait de financer une étude de faisabilité technico-économique. Et grâce à cette étude, il a pu positionner son projet. Il était parti sur une voie, il s'est aperçu que ce n'était pas la bonne voie de valorisation. Pivoter. Ça a permis de pivoter le projet. Donc ça, c'était la première étape. Une fois que la société a été créée, il y a eu d'autres dispositifs qui sont mis en place, des aides à l'innovation, des prêts d'amorçage avant une première levée de fonds, des prêts d'amorçage après les premières levées de fonds, des prêts innovation quand on monte un peu plus en puissance. Et au fur et à mesure où la société levait des fonds, forcément, on avait des aides à côté plus dimensionnées. Voilà. Combien de temps le parcours, là? Ce que vous décrivez, ça prend 10 ans? Oui, bien 10 ans. Mais on est dans le domaine de la chimie verte, hein, donc on est sur cette échelle de grandeur. Alors ça, c'est pour la partie, j'allais dire, on va dire, bas de bilan, aide. Mon collègue des fonds propres n'a pas pu être là, mais on a des fonds qui s'appellent SPI, qui sont intervenus aux côtés d'Afiren. Des gens qui investissent au capital, directement en capital. Pour la société de projet. Donc qui arrive au capital de la société pour expliquer aux gens. Oui, alors là, plus spécifiquement, on s'est associé avec ce fonds SPI pour construire cette première usine. Ils n'ont pas directement investi dans Afiren, mais en tout cas, ça nous a permis de financer cette croissance et cette première unité. Frédéric Monod, vous êtes à distance et il y a un petit délai dans le temps de réponse qui fait que je ne vais pas pouvoir vous interrompre. Mais si vous le voulez bien, je vous donne 1 minute ou 2 minutes, mais pas beaucoup plus, je m'en excuse, pour expliquer quel était votre rôle dans l'accompagnement finalement d'Afiren à la société qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Donc Afiren résulte en quelque part d'un projet qui a été financé par l'ANR, projet qui s'appelait AnaBioH2, qui a été financé à partir de fin 2008 et qui s'est terminé en juin 2012. Et la création de la société Afiren est à peu près concomitante de la fin de ce projet, puisque la société, si je ne m'abuse, a été créée, elle, en avril 2012. Alors, dans ce projet de recherche, qui était un projet de recherche plutôt fondamental, donc ça a permis d'acquérir des connaissances et des compétences, et le but, c'était de produire de l'hydrogène principalement, et puis un autre biocarburant à partir de différents types de biomasse ou de déchets qui venaient de l'industrie de la transformation de la viande. Il s'est avéré que ce projet a marché de façon à peu près normale. Il y a eu des publications qui ont été émises, donc création de connaissances, mais également ce qui est intéressant, c'est création de compétences, puisqu'il y a des méthodologies qui, je crois, après ont été utilisées par la société Afiren, qui résultent de ce projet. Autre caractéristique également, c'est que ce projet visait, et on en a parlé un petit peu là au niveau des pivots ou bien de différentes choses, visait à la production d'énergie. Donc hydrogène principalement, et puis ce qu'on appelle des huiles d'origine unicellulaire. Et finalement, quelque part à la fin du projet, il y a une préétude de faisabilité qui mentionnait bien que c'était sans doute pas la meilleure voie de valorisation, et que la meilleure voie de valorisation, c'était probablement d'utiliser des molécules intermédiaires, des biomolécules, qui sont celles qui sont maintenant produites par la société Afiren. Donc ce qui est intéressant pour ce projet à plusieurs titres, c'était que finalement c'était un projet un petit peu qui a servi à l'émergence de la société, qui montre bien que la recherche et le développement et la recherche d'innovation, c'est pas du tout un processus linéaire, puisque finalement les produits qui étaient visés sont pas du tout ceux qui sont maintenant
produit par la société Afiren. Et puis également, c'est un terreau qui est fertile non seulement à l'émergence de connaissances, mais également à l'émergence de compétences, puisque comme on l'a déjà mentionné, en fait, il y a des chercheurs qui ont travaillé au sein de ce projet, qui ont contribué, qui sont même les fondateurs de la société Afiren. Donc ça montre bien également que, alors là c'était des doctorants qui ont été financés comme étant ingénieurs de recherche dans le cadre de ce projet. Donc finalement ça montre bien que ça permet également l'émergence de compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Frédéric Monod. Je reprends la parole en plateau. Je passe en être Léon Zitrone. Et je voulais, alors Nicolas a dû nous quitter parce qu'on a pris un petit peu de retard, je m'en excuse, et il avait un train à prendre. Je voulais juste conclure avec vous et vous remercier. Merci Sylvie Bonin, merci Frédéric Monod d'avoir joué le jeu à distance pour nous apporter votre témoignage. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous reprends l'antenne dans 1 minute pour une petite conclusion avec Nicolas Bourdelle. Et en attendant, à tout de suite, où vous êtes, où vous soyez. Merci beaucoup. Et rebonjour une 3e fois, une 4e fois même. Conclusion cette fois de cette table ronde, en attendant ce qui va suivre, c'est-à-dire les workshops et le networking. Donc restez connectés, il va se passer plein de choses par la suite avec les intervenants que vous avez vus et d'autres. Donc les questions que vous vouliez leur poser, vous leur poserez pendant le workshop, même si on a pris du retard, et je m'en excuse. Je voulais quand même prendre le temps de conclure avec vous, Nicolas. Finalement, bon, vous l'avez fait, d'autres se posent peut-être la question, le feront pas, peu importe. Mais c'est quoi le bon conseil qu'on peut leur donner aujourd'hui ? Je pense que c'est l'accompagnement, donc c'est l'humain. Vraiment favoriser ça. C'est le bon moment parce que l'écosystème est quand même favorable. Clairement, BPI, alors c'est pas parce qu'on est à quelque chose qui est co-organisé par BPI, mais vraiment, c'est ça qui a été ce qui nous a donné le coup de pied coup de pied aux fesses. Voilà, qui a vraiment, qui nous a permis de débuter, bien commencer. Et puis, il faut aller au bout de ces idées parce qu'il y a quand même un côté accomplissement dans la valorisation de la thématique de recherche auquel on a participé depuis des années dans la Deep Tech. Donc, si c'était à refaire, vous le referiez en d'autres termes ? Je le referai. Très bien. Sans hésitation. Merci Nicolas, merci à vous de nous avoir écoutés. À tout de suite pour les workshops. Je vous signale quand même les 3 workshops qui sont à la suite dans quelques minutes. Quel écosystème pour accompagner l'émergence d'un projet Deep Tech ? Ça, c'est le premier. Le deuxième, quel circuit de financement disponible ? Et le numéro 3, du labo au marché, quelles sont les étapes ? Ensuite, vous prendrez un verre à distance grâce au networking digital. Merci à vous. À bientôt. Vous êtes une entreprise industrielle ou de service à l'industrie ? Implantée en Auvergne-Rhône-Alpes ? Ou bien vous envisagez de vous installer dans la première région industrielle de France ? Connaissez-vous l'agence qui vous aide à franchir une à une les étapes de votre croissance ? Qui est présente sur l'ensemble du territoire régional, à travers les 11 antennes réparties sur les 12 départements ? Une association sans but lucratif, financée par les pouvoirs publics et entièrement consacrée à la dynamique et la réussite industrielle du territoire. Une agence tout en un qui vous ouvre les portes de l'écosystème régional, vous offre un accompagnement personnalisé, vous facilite l'accès aux aides financières les plus pertinentes, vous garantit un suivi objectif de vos projets et qui met à votre disposition des experts dans les domaines clés de votre développement. Eh bien, si vous ne la connaissez pas encore, ne perdez pas un instant. Découvrez l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et profitez de son expertise comme en ont déjà bénéficié de nombreuses entreprises régionales. Parlez-nous de votre projet en vous connectant sur www.auvergne-rhône-alpes-entreprise.fr. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'industrie est notre richesse.